Bonjour à tous et bienvenue au club. Invité de l'entretien aujourd'hui, l'humoriste Jonathan Lambert, en tournée en ce moment avec Rodolphe. C'est le titre de son spectacle, à voir jusqu'au 27 décembre à l'Européen à Paris, le 13 décembre à Marseille, le 7 janvier à Chartres et autres dates à venir. Un seul en scène qui questionne le temps qui passe, mais aussi notre besoin de rire. Aujourd'hui, 12h50, le Book Club. À l'occasion de notre journée spéciale service public sur France Culture, nous consacrons ce club de lecture à la figure fondatrice d'André Malraux, père de la démocratisation de la culture, et tout particulièrement au volet autobiographique de son œuvre, à ses anti-mémoires, avec sa biographe Sophie Doudet et l'écrivaine Aurélie Filippetti, et vous, #Book Club Culture. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Joseph Julien. À la réalisation Camille Maty, avec Étienne Rouche et Jacques Hubert, aujourd'hui à la technique. On va parler scène avec notre invité aujourd'hui. J'en profite pour vous annoncer que se tiendra ce lundi une soirée spéciale au Théâtre de la Ville, Espace Cardin, entretien, lecture, tout ça ce sera dans le cadre de la scène imaginaire d'Emmanuel de Marcimota, le directeur du Théâtre de la Ville, animé par le camarade Arnaud Laporte, à partir de 20h. Attention, les réservations sont requises. Notre invité, Jonathan Lambert, est un tout petit peu en retard, mais pas très loin. On va, contrairement à d'habitude, non pas terminer en musique, mais du coup commencer cette émission en chanson. He told me Nike, just do it. Hands on my breast and my body like he knew it. I tell him lay that pipe and he blew it. He told me what he liked, nothing to it. He told me Nike, just do it. Hands on my breast and my body like he knew it. I tell him lay that pipe and he blew it. He told me what he liked, nothing to it. Big snack, Big Mac, hit him with the cardiac. Light work, snap back, yeah, he loving that. Drive through, take away, you can get it any day. Order, cut collection, but you know you finna stay. He told me Nike, just do it. Hands on my breast and my body like he knew it. I tell him lay that pipe and he blew it. He told me what he liked, nothing to it. He told me Nike, just do it. Hands on my breast and my body like he knew it. I tell him lay that pipe and he blew it. He told me what he liked, nothing to it. Hands on my breast, do it. Hands on my breast and my body like he knew it. Hands on my breast, do it. Hands on my breast and my body like he knew it. Perry Perry, too hot to handle. Better get a piece, I'm a real handful. Too slick with it, always on call. Links for days, boys, girls, got 'em all. Too choosy, never settle down. I like what I like, yeah, I pick the best around. International, flights out, touchdown, hit me when you're back in town. He told me Nike, just do it. Hands on my breast and my body like he knew it. I tell him lay that pipe and he blew it. He told me what he liked, nothing to it. He told me Nike, just do it. Hands on my breast and my body like he knew it. I tell him lay that pipe and he blew it. He told me what he liked, nothing to it. Hands on my breast, do it. Hands on my breast and my body like he knew it. Hands on my breast, do it. Hands on my breast and my body like he knew it. Hands on my breast, do it. Hands on my breast and my body like he knew it. Hands on my breast, do it. Hands on my breast and my body like he knew it. Shy Girl, compositrice, chanteuse, rappeuse et parfois aussi réalisatrice. On vient d'entendre ce titre Nike. Voilà pour cette chanson de la Britannique, extrait de son album Nymphe. Elle sera en concert le 10 décembre au Trianon. Bienvenue à tous dans Bienvenue au club. Et bonjour Jonathan Lambert. Bonjour. Vous aimez bien les émotions fortes et vous Oui, aimez bien nous en donner aussi. C'est vrai qu'on a une voix très posée, Oui, très feutrée, très calme. mais en réalité c'est pourtant, bouillonnant. C'est dedans, Va-t-il arriver c'est très différent. Il est là. Et on est content de vous voir et de vous Merci. avoir. Tout va bien ? Oui, très Ouais. bien. Même pas essoufflé. Mais non, je ne sais pas Pourtant. comment vous faites. Je suis marathonien. En fait, vous n'avez pas couru, Oh si. alors que vous Si. auriez dû. Ouais. Si, d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai croisé quelqu'un dans la rue qui m'a dit « Ah, monsieur Lambert !» Il m'a dit « Continuez comme ça !» Un air genre « J'aime ce que vous faites, mais je lui dis « Je peux pas aller plus vite. » C'est pas le moment. C'est intéressant parce qu'au moment du spectacle, quand je suis venue vous voir avec l'équipe, Jonathan Lambert, vous dites à un moment que vous n'aimez pas l'impro. Ça, vous le dites à la fin. Vous n'aimez pas l'improvisation. En Pourtant, fait, vous avez dû improviser le jour où on était là, à C'est l'Européen, vrai. pour vous voir. Oui, c'est-à-dire que Il y a eu un problème de
micro. En fait, je ne compte pas dessus. Mm. Il y a des artistes qui ont beaucoup de talent pour le faire, pour improviser, ils savent qu'ils vont monter sur scène, qu'ils vont s'offrir 10 minutes, 15 minutes, je sais pas, d'impro. Moi, je ne compte absolument pas dessus. C'est un truc c'est un précipice. Alors, quand les choses arrivent et on est obligé de faire avec, ça peut être délicieux et oui, je joue avec et je ne démissionne pas parce que de toute façon, on ne peut pas. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je m'impose. Mais vous étiez très très fort à ce moment-là. Bah écoutez, Vous avez gardé l'attention de la salle. En plus, ce Oui. moment durait, était Oui, parce que ça a duré interminable. longtemps. Ouais. Ce petit micro Ouais, qui qui marchait était pas. à réajuster sur votre cravate. Ouais. Ouais. Et vous avez su à ce moment-là tisser réellement un contact avec le public dans cette attente, puisqu'on Ouais, était ouais. tous suspendus à cette idée de Bah, savoir ça, si oui ou non ça rend aussi vous les alliez pouvoir reprendre. représentations d'autant plus vivantes, puisqu'on parle de spectacle vivant, Mhm. et c'est l'unicité aussi, elle se vérifie dans ces moments-là. Exactement, et votre personnalité aussi. Vous terminez votre spectacle en invitant, pardon, aujourd'hui je commence tout par la fin, au lieu de commencer par le début. Mais Vous terminez votre c'est un bon spectacle début. en invitant le public à passer le mot autour de lui, autour d'eux, s'ils ont aimé. Les salles ont rouvert, mais la situation, elle semble quand même très difficile à vous entendre pour le spectacle vivant depuis le Covid, aujourd'hui encore. Oui. Jonathan Lambert. Bien sûr. Le spectacle, quel qu'il soit, je ne parle pas que pour le seul en scène, hein, pour le théâtre, pour la musique, pour le ballet. Je pense qu'on a véritablement perdu une habitude. Et moi, le premier, je sais que j'allais par exemple beaucoup au cinéma avant le Covid, à raison de, je sais pas, au moins 2 fois par mois. Et depuis que c'est arrivé, et ça, en fait, ça ne me manque même pas. C'est ça qui est inquiétant, c'est que il y a aussi du Darwin non pas que dans la nécessité, mais aussi dans le mode de vie. Voilà, on s'est habitué à ça, c'est normal. Et sauf que il y a un secteur qui en souffre énormément. Et on sait, quand on parle avec les gens à la sortie, qu'on leur offre quand même aussi un moment qui est toujours un petit peu en dehors de la vie. C'est ça aussi le spectacle. Moi, c'est ce que j'aime, c'est cette parenthèse qui est complètement en dehors du quotidien. Et c'est ce choix que le public fait aussi Bien sûr. en allant au spectacle et en venant vous voir, s'offrir cette parenthèse à un moment donné. Alors ça pourrait paraître, Jonathan Lambert, un peu comme une provocation, mais c'est un simple hasard de programmation. On vous a invité dans le cadre d'une journée spéciale service public sur notre antenne. On parlera d'ailleurs du service public de la culture dans le Book Club aujourd'hui à partir des anti-mémoires d'André Malraux, grand défenseur de la démocratisation culturelle et de la décentralisation. Le secteur culturel privé, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est quand même le parent pauvre ou le parent oublié dans les périodes de crise ? Bah, honnêtement, je pense qu'on a un État qui a été, sans faire de politique mais Vous vous êtes senti soutenu, vous ? mais on peut toujours avoir des regrets, dire on n'a pas fait là-dessus ou sur d'autres points, mais quand même, de toute façon, on est un peu une exception culturelle en France, enfin, pardon, en Europe et même dans le monde. On bénéficie de beaucoup d'aides, que ce soit à la création, que ce soit aussi même pour le fait de pouvoir oui, d'avoir des manifestations. On le sait, Malraux, tout ce tissu de décentralisation qui permet de jouer partout en France. Moi, je suis surpris. Parfois, j'arrive dans des salles. Alors, je suis surpris. Il n'y a pas un côté condescendant hein, du Parisien qui arrive. Mais c'est vrai que parfois, on arrive dans des endroits où on sent qu'il y a une politique culturelle qui est formidable, alors que c'est une petite ville et qui fait une proposition, une programmation remarquable et qui joue aussi sur des tarifs très abordables pour que tout le monde puisse y aller. Donc on a ça c'est quand même la France telle qu'elle est. Et je pense aussi qu'on a évidemment qu'il y a des gens qui vont dire moi j'ai pas été assez aidé pendant cette période-là, d'autres l'ont été, peut-être que personne dira suffisamment. Je pense que c'était une situation qui était tellement inédite que c'est un peu tout ne repose pas sur la faute à un tel ou à une telle. Mais est-ce que les théâtres privés aujourd'hui, et vous le sentez, vous le ressentez, peinent plus que le public peut-être à retrouver leur équilibre ? Ça, Peut-être pas leur public, mais à l'évidence, c'est vrai que l'économie d'un spectacle comme le vôtre, par exemple, comment ça marche ? l'économie d'un spectacle, alors le seul en scène porte bien son nom, hein. C'est que déjà, on a ce qu'on appelle un coût plateau qui est assez réduit, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est sur scène. On peut avoir pas du tout même de décor. Moi, il y en a très peu, c'est assez épuré.
Néanmoins, tout ça, a un coût et c'est vrai que, le privé, il y a une obligation de résultat qui se fait sentir très, très, très vite. Donc on est quand même entre le marteau et l'enclume qui a envie de faire des choses, d'aspirer à de la qualité, à de l'inventivité, à des moyens, déployés, sur scène et puis, ce qu'on appelle le principe de réalité qui très vite, capte un peu les choses. Vous avez mis 2 ans à le jouer, ce spectacle, Oui. Rodolphe. Ouais. Ça a été long, ce temps-là? Oui, oui, oui. Et vous l'avez Je l'ai retravaillé? joué en pointillé en vérité. C'est-à-dire quand il y a eu ces premières autorisations, je l'ai joué. Alors je devais faire une 15-20 dates. Finalement, on en a fait 8. Et puis il a fallu le remettre au congélateur, puis le ressortir un an plus tard. Et puis bon, on est en train de rompre la chaîne du froid hein, dans la comparaison que je fais. Donc il y a un truc qui est quand même pas très naturel, qui est pas très agréable parce que un spectacle, sa vie, voilà. Et puis surtout, c'est ce qu'il y avait de très compliqué, très difficile, c'était le doute permanent de dire est-ce que je vais le rejouer un jour. Et puis alors là, on parlait d'économie. Quand vous êtes dans le privé, que vous refaites une campagne d'affichage, je parle de choses très triviales hein, peut-être, mais vous faites une campagne d'affichage parce que vous annoncez qu'enfin vous allez jouer à Paris et que le 15 décembre, on vous dit bah non, finalement, on ne jouera pas. C'est pas votre pomme. Au-delà des moyens et de l'argent, il y a quelque chose de très, très décourageant parce que ça veut dire qu'on part avec un spectacle qui démarre avec un négatif. Donc c'est très compliqué, ouais, c'est très dur. À l'instant, Jonathan Lambert, vous veniez de me dire, sans faire de politique, quand on parlait de la crise sanitaire et du soutien au secteur privé, notamment par l'État. Quand vous êtes à la droite d'Éric Zemmour, sur le plateau d'On n'est pas couché, Oui, l'émission de faut préciser, Laurent hein, Ruquier, c'est une image. mais vous en jouez de cette image dans ce spectacle Rodolphe. Est-ce que là, vous diriez aussi que vous ne faites pas de politique? Est-ce qu'on peut rester humoriste purement et simplement, sans forcément, en fonction des positions, des prestations qu'on fait, mettre quand même un peu le doigt dans cette machine? Après, je sais pas, c'est à vous de me dire. Moi j'ai l'impression à aucun moment de donner une quelconque influence ou couleur politique dans mon spectacle. Il y a de on va dire peut-être de la provocation, il y a beaucoup d'humour noir, il y a de l'absurde, mais enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que... C'est pas en dénigrant les positions d'Éric Zemmour aujourd'hui, je pense qu'on est quand même, heureusement, d'ailleurs très nombreux à pouvoir le faire, que j'appelle ça faire de la politique. C'est presque comme dire la guerre, c'est pas bien. Donc, En tout cas, c'est pas votre sujet de prédilection. Non. Alors après, je suis très client aussi. Oui, parce qu'il y a matière. Hein. Oui, et je trouve qu'il y a des humoristes et des spectacles qui s'en servent très bien. Mais oui, c'est comme l'impro, je le laisse aux autres. C'est pas quelque chose qui m'inspire moi. Je trouve ça très inspirant pour les autres. Et c'est un bon public pour ça, mais pas pour moi. Parce que c'est une matière difficile à manier. Non, en vérité, je vais vous dire très honnêtement, Ouais. parce que je trouve que c'est extrêmement périssable. Et j'ai la prétention de vouloir écrire des choses où je me dis, tiens, est-ce que dans 10 ans, ça pourrait toujours faire rire? Et je trouve ça assez chic, en tous les cas, comme ambition. Et c'est pour ça que l'humour sur la politique, il y a quelque chose de très efficace, et je trouve ça très bien. Mais on se dit, tiens, est-ce que cette vanne, est-ce que dans 5 ans, elle est encore d'actu, forcément? Périssable ou impérissable, justement. Jonathan Lambert, on a retrouvé un extrait de votre spectacle à Montreux. On était en 2010. Oula. Vous aviez alors derrière vous un public, ou devant vous un gros public avec une grosse ambiance. On écoute cet extrait autour du rêve d'être une rockstar. Bonsoir! Bonsoir Montreux, bonsoir le canton de Vaud, bonsoir la Suisse! Bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette 3e année consécutive. Oui, 3 années consécutives. D'ailleurs, quels sont les Français qui reviennent 3 années de suite en Suisse? À part ceux qui payent l'impôt sur la fortune, bien sûr. Non, très heureux de vous retrouver parce que quand je monte sur cette scène, j'ai des frissons. Vous savez, les plus grandes rockstars se sont succédés sur ce plateau. J'ai vu les noms Prince, Mark Knopfler, Eric Clapton, Brian Ferry. Et quand on est dans le spectacle, il y a un truc dont on rêve tous, c'est de devenir au moins un soir une rockstar. Parce que c'est génial d'être une rockstar. On peut se droguer, on peut boire de l'alcool, on peut faire monter des groupies dans sa chambre d'hôtel le soir après le spectacle. Alors que nous, les humoristes, on ne boit pas d'alcool, on ne se drogue pas.
Bon, voilà, c'est vrai, on peut faire monter des groupies dans sa chambre d'hôtel le soir après le spectacle. Et je dis pas ça pour moi, hein, je parle pour mes amis qui sont derrière. Moi, je suis très rangé. Non, parce que certains n'ont pas vu de femme depuis longtemps, donc pensez à eux. Et ils sont prêts à vous rémunérer. Jonathan Lambert, ce genre de blague, est-ce qu'on peut encore le faire ou les faire aujourd'hui, en 2022, post-MeToo? Ah oui, peut-être pas. Ouais, c'est la question qu'on me pose souvent, mais évidemment qu'il y a des choses que je ne ferai plus. Mais en vérité, je trouve. Alors, il y a des choses où on peut se dire, oui, est-ce qu'on vit dans une sorte d'autocensure? Est-ce que la morale a pris le dessus? Est-ce que ça devient. Voilà, il y a quelque chose de. Presque de. Ouais, qui est de l'ordre, on va dire, de la censure, je sais pas, mais. En tous les cas, c'est normal qu'il y ait aussi des modes et qu'il y ait une évolution dans l'humour. Il y en a partout. Il y en a dans la musique, il y en a dans la couture, la haute couture, il y en a dans le cinéma. Pourquoi il n'y en aurait pas dans l'humour? Et effectivement, il y a des sujets aussi qu'on s'interdisait auparavant qu'on aborde aujourd'hui. Donc, je pense que les lignes bougent. C'est pas qu'on referme, la nasse se referme totalement. Je pense qu'il y a des sujets qu'on n'aborde plus aujourd'hui ou qu'on aborde différemment. Et puis, il y a des choses qu'on n'évoquait pas du tout auparavant et on le fait aujourd'hui. Et ça aussi, c'est très sain. Mais le MeToo des humoristes, ça ressemblait à quoi? Est-ce que la vraie nouveauté, c'est pas l'arrivée de toute cette génération de femmes humoristes qu'on peut retrouver, de Florence Foresti à Blanche Gardin, qui aujourd'hui ont réellement percé sur scène et qui viennent un peu vous secouer, vous, les humoristes mâles? Bien sûr, mais Et vous en jouez dans votre spectacle, donc je vous pose la question. Moi, je ne demande que ça. Mais après, je pense que c'est un ensemble. C'est-à-dire que c'est pas simplement sur l'humour. Regardez aujourd'hui les artistes, les artistes femmes plasticiennes, comme on redécouvre des talents, des génies, des femmes qui étaient totalement mises à l'ombre parce que c'était des femmes et qui étaient aussi brillantes, parfois plus que des artistes hommes. Certes, mais est-ce que les codes ont changé? Est-ce que ça, vous le percevez? Parce que votre spectacle, votre seul en scène, il pose cette question-là. Il pose la question à la fois de l'humour périssable ou pas. Ouais. Et il pose aussi la question de ce qu'on peut dire ou pas aujourd'hui. Il s'interroge aussi sur le vieillissement de l'homme, l'humoriste, mais aussi le vieillissement de l'humour éventuellement. Est-ce que vous avez l'impression, vous, aujourd'hui, d'avoir changé, intégré peut-être ces nouveaux codes à votre manière de faire? Peut-être, mais dans ce cas, ça serait inconsciemment. Je me suis pas dit. En fait, en vérité, en écrivant ce spectacle, déjà, c'est un spectacle qui est beaucoup plus auto-centré, j'allais dire. En tous les cas, oui, c'est vrai que le sujet du spectacle, c'est moi, ma famille, mes proches. Donc dès lors qu'on se fout de sa gueule et de ses proches, on n'abîme pas les autres. Je pense pas stigmatiser, ou alors on se reconnaît à travers moi et les gens dont je parle qui sont ma famille. Mais vous voyez, il y a déjà finalement se protéger de ce type de critique dès lors qu'on parle de soi. Et d'ailleurs, je trouve que c'est la matière la plus honorable pour la dérision, c'est soi, puisque à partir du moment où on tire sur soi, on peut aussi tirer sur les autres. Mais on va dire que c'est une formule de politesse presque. Donc, à partir du moment où j'ai décidé d'écrire ce spectacle où je me racontais, et c'est la première fois que je le fais parce que les spectacles précédents, c'était soit des personnages, le précédent c'était Looking for Kim, c'était sur les dictateurs, donc encore un sujet très très à part. Et c'est aussi moi ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois que j'écris un nouveau spectacle, de proposer quelque chose de radicalement différent du précédent, quitte à un peu dérouter. C'est pour ça, souvent, les 10 premières minutes, les gens se disent parce qu'on me connaît à travers mes personnages, le plus souvent à la télé, ils se disent tiens, il n'y a pas de personnage, il fait pas Damien Béziers, tout ça. Mais moi, j'aime bien proposer quelque chose de nouveau, pas prendre le public pour une clientèle, et lui dire voilà, moi j'ai envie de vous parler de ça, je vous emmène là-dedans. Et donc d'ailleurs, ça s'apparente un peu plus à un récit ou un monologue plutôt qu'un seul en scène comme du stand-up ou des personnages. Ouais. Mais est-ce que vous acceptez aussi que l'idée que votre public, et même vous l'assumez, vieillisse avec vous? Ah oui. Et peut-être de se dire que la blague, je ne sais pas si on la refait, sur le guacamole ou sur le verbe guacamoler, Ouais. ou celle sur Georges Tron, ça ne parle pas forcément à une jeune fille de 20 ans. Ah oui, certainement. Mais après, je vais pas mentir.
mentir. Enfin, je trouverais ça, j'en parle aussi, je vais pas arriver avec une casquette, des baskets et faire des vannes comme un youtubeur. Enfin, je trouverais ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si la génération concernée se foutrait pas d'autant plus de ma gueule. C'est finalement assez dérisoire. Quelqu'un qui essaie de se faire passer pour un gars de 20-25 ans alors qu'il les a plus du tout. Ouais, pas jouer au faux jeune, en fait. Non, Ça marche pas. exactement. Alors, qui est Rodolphe Jonathan Lambert? Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Rodolphe Jonathan Lambert. Je mesure 1,85 m. Mais pourquoi pas? Non, mais imaginez le parcours de ma vie. Je suis né à Paris, dans le 16e, donc. J'ai grandi à Trocadéro, 16e Nord, et j'ai fini par déménager pour m'installer 2 km plus bas, à Auteuil. J'ai donc migré vers le sud, à contre-courant des grands flux migratoires. Si la bourgeoisie était une rivière, je serais son saumon. Il paraît que votre père, marchand de biens, se définissait comme un marchand de bonheur. Est-ce que vous, Jonathan Lambert, vous êtes aussi un marchand de bonheur? Bah, je m'y emploie en tous les cas. C'est ma quête. Je suis très heureux d'entendre les rires. Hein. C'est un peu, on part à la chasse quoi. Quand on monte sur scène, c'est ce qu'on a envie. C'est la récompense ultime. Et puis aussi de parler avec les gens à la fin. Voilà, le soir où vous êtes passé, j'ai discuté avec. D'ailleurs, j'étais assez étonné, des gens assez jeunes, je vais vous dire. Vous parlez de moi. Absolument, entre autres. Non, qui me disaient j'ai été touché, je m'attendais pas à voir ça. C'est un moment, c'est assez génial. C'est encore une fois le spectacle vivant, c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous savez, c'est comme un cultivateur qui vend le lendemain, vous êtes sur le marché, vous dites j'ai mangé vos poireaux hier, qu'est-ce que je me suis régalé, ou un pâtissier vous êtes super content quoi. Ouais, on fait ça pour ça. La vérité, c'est qu'on a à peu près le même âge. C'est la crise de la quarantaine ou un petit peu plus qui vous a amené à aller vers un spectacle plus autobiographique, l'envie de se révéler, de se raconter. Et c'est le cas effectivement dans ce spectacle Rodolphe. Vous pensez que ça tient à ça? Oui. Le moment était venu? Oui, il est venu tout seul parce que encore une fois, j'ai jamais osé parler de moi. Je suis quelqu'un d'assez, même de très pudique. Je trouvais ça, en fait, oui, j'avais beaucoup de mal. J'avais l'impression que ce serait très exhibitionniste finalement de parler de ma femme, de mes enfants. Mais peut-être que, voilà, l'âge aidant, en fait, je me suis dit, avec ce que j'ai vécu, vous savez, c'est toujours pareil, c'est le style, c'est la façon de raconter les choses. Vous pouvez lire un roman à partir du moment où l'histoire n'est pas ce qu'on raconte, le propos n'est pas, mais la façon d'écrire, c'est ça aussi qui personnalise l'histoire. Donc, je prétends pas avoir une histoire hors du commun. J'ai vécu des moments voilà, il y a quelques épreuves dont je parle dans le spectacle, mais finalement tout le monde les connaît. Et notamment le cancer de votre épouse. Alors, il y a eu ça, vous évoquez. le décès de mon père, puis tout est arrivé en même temps. Donc il y a un moment donné, on se dit tiens, j'ai envie de le raconter, puis j'ai envie que ce soit drôle, parce que c'est la meilleure arme et c'est le seul remède à ça. Mais quand on fait de l'humour, puisque c'est un peu mon métier, en tous les cas j'essaye, c'est devenu assez évident. Pas facile. Faire rire avec le cancer, tout court. Pas facile, mais en vérité. De celle qu'on aime. Pas facile, mais en Ça fait vérité, du bien. ça fait beaucoup de bien. Et même des amis qui ont connu ça m'ont dit, c'est exactement ce dont on a envie d'entendre. De toute façon, on sait que ces sujets-là sont graves, donc on n'a rien de nouveau à apporter sur ce versant-là, sur le côté sombre. Donc mieux vaut essayer d'attaquer la montagne par un autre versant. Ouais. Comment l'humour est entré dans votre vie à vous, Jonathan Lambert? À partir de quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aimiez faire des blagues, mais surtout que vous pouviez faire rire les autres? Je sais pas. Est-ce que quand je suis sorti du ventre de ma mère, déjà je riais ou je faisais rire l'obstétricien? Il faudra lui demander. Non, j'ai pas un souvenir précis, mais je sais qu'on avait beaucoup, on l'a toujours dans la famille, mon père, ma mère, l'esprit de dérision. Se dire toujours, c'était une sorte de politesse aussi de se dire, quand il y a quelque chose qui est grave, qui est douloureux, il faut trouver le truc pour que ce soit un peu pétillant, parce que sinon, on démissionne.
Vous n'êtes pas un bobo, vous êtes un boubou, Ouais. tel que vous le racontez, vous le décrivez encore dans ce spectacle. Là encore, concurrencé par cette scène du stand-up qui est apparue avec le Jamel Comedy Club. Il fallait, et vous aviez envie, vous, jusqu'au bout, d'incarner votre personnage, de l'assumer comme tel, assumer ce que vous êtes, boubou égale bourgeois. Oui, bourgeois, ouais. Non, mais je trouvais ça drôle finalement. Dans le stand-up, Il y a une place pour les bourgeois. Bah oui, de faire une sorte. Enfin, il y a un moment comme ça, un quart d'heure sur le 16e arrondissement, et je trouvais ça drôle comme souvent on parle de ses origines, d'où on vient, d'assumer ce côté Paris, 16e arrondissement, éducation bourgeoise, et évidemment de s'en moquer. Parce que je le fais avec beaucoup de. Encore une fois, je charrie pas mal le 16e arrondissement. Quand on parle de soi dans un spectacle, c'est que forcément on accepte de laisser tomber le masque. Or, l'humoriste, comme l'acteur, est quelqu'un qui emporte un masque en permanence. Comment vous avez joué de ce double équilibre, à la fois la représentation de soi et à la fois la sincérité par rapport à ce qu'on est? Écoutez, je pense qu'il y a un postulat, un truc qui fait que dès lors qu'on est sur scène, il y a quand même un truc qui est une sorte de barrière. Vous voyez, moi j'ai du mal à reproduire, entre guillemets, des extraits du spectacle, que ce soit sur un plateau. Là, si vous me demanderiez, je serais très très mal. Et il y a cette configuration qui fait que ça me libère et je peux y aller. Voilà, tout simplement. La scène, le rapport, les gens dans le public, ça démystifie les choses. Donc bizarrement. là, non. Non, allez pas faire un donc là, extrait. je vais pas vous faire l'intro du spectacle. Mais quelle est la blague des autres qui vous fait le plus rire? Quelle est la blague des autres qui me fait Ouais. le plus rire? Oh là là, vous voulez que je vous cite un nom? Non, oui. Je sais pas. Encore une fois, j'ai eu de la chance parce que mes parents m'ont emmené voir des seuls en scène quand j'étais petit, et ça allait de Coluche à Raymond DeVos en passant par Farid Chopel. Donc il y avait un éclectisme comme dans la musique. Il y a pas. Je pense que c'est un peu la somme et l'arrangement de toutes ces influences que j'ai vues depuis tout petit. Jonathan Lambert, vous êtes en tournée actuellement. On peut vous voir sur la scène de l'Européen à Paris jusqu'au 27 décembre. Mais vous serez entre deux aussi à Marseille le 13, le 7 janvier à Chartres, le 21 à Deauville. Et ça continue. On peut retrouver toutes les dates sur Internet. Vous avez loupé les titres du journal puisque vous étiez en retard. Absolument, Vous allez ça, rester oui. pour le journal de Thomas Cluzel dans un Absolument. instant. Et juste vous annoncer que lundi, pour ouvrir la semaine de Bienvenue au Club, on va vous faire on vous a concocté avec Henri Leblanc une émission toute spéciale autour d'Avatar, la sortie du volet 2 d'Avatar, avec notamment la réalisatrice Alice Vinocure, avec la spécialiste Fleur Hopkins et le producteur américain de James Cameron, John Lando. Ce sera lundi dans l'émission. Merci Jonathan Lambert. Merci à vous.